Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la routine habituelle, c'est-à-dire analyse technique, la structure, analyse fondamentale, les news et analyse de sentiments, la liquidité, donc la routine habituelle. Somme toute, il y a assez peu de news aujourd'hui. Je pense qu'on va mettre un accent tout particulier sur la liquidité, que ça va être une vidéo plutôt rapide. Allez, intro. Alors, structure 4 heures toujours baissière, on est nous dans le pari un peu contre-tendance qui est de dire que cette correction-là est terminée en ABC comme ceci et qu'on va venir casser la distribution qui est ici pour finalement retourner un minimum aux 123 000 dollars avec une target finale de 148 en tout cas sur ce trade en particulier. Ici ce qu'on peut voir c'est que sur la 4 heures, on s'est bien remis sur notre zone d'achat qui était 112 100, entre 112 100 et 110 500. On a touché notre premier ordre ici. Et que pour l'instant, on a juste un mouvement haussier, mais la tendance n'est pas nécessairement excessivement inversée. Il y aura inversion de la structure uniquement quand malheureusement, on viendra chercher 120 000 dollars. En tout cas, en une heure, on va dire que la structure semble très légèrement haussière à ce stade. Si on regarde vraiment la structure, une heure pour le coup, qui était celle-ci, eh bien, on a eu une cassure effectivement de la structure et une continuation. Maintenant, il s'agira de faire un plus haut et d'aller toucher, pour le coup, notre premier TP, en l'occurrence, moi, il est sur le 15 minutes qui est là. Malheureusement, on s'en est approché, mais on ne l'a pas pris sur la dernière vidéo. Et c'est bien dommage. Si jamais ces choses-là se mettent en place, globalement, ce que vous aurez sous les yeux, c'est la structure de retournement par excellence, à savoir épaule, tête, épaule inversée ici. Et si jamais on casse, encore une fois, cette idée de casser à peu près 116, ça nous emmènerait vers, du coup, une target moyen terme qui serait autour des 120, si jamais on vient à casser cette figure. On avait établi pas mal de petits 15 minutes, donc on va aller jusqu'aux 15 minutes ici sur Bitcoin pour, en fait, hier, finalement, comment dire, on était dans ce petit range là ici hier et on avait dit si on arrive à casser le 15 minutes d'en haut, c'est direction cette borne là, donc 115 836. En revanche, si on perd le bas, ça sera direction 113 359 et on avait dit même légèrement en dessous puisqu'on visait quelque part autour des 113. Il a un peu joué avec nos nerfs parce qu'il a cassé certes, donc du coup on peut enlever celui-ci, celui-ci n'existe plus ici en 15 minutes, mais il n'est pas venu toucher, il a fait une touchette un peu plus bas malheureusement, il n'est pas venu prendre notre target qui était un TP de mise en sécurité. Et en ce qui concerne le bas, pour moi, il l'a pas tout à fait perdu, parce que si je le décale là, il a toujours plus ou moins, je trouve, une raison d'être à peu près dans cette zone-là. Ce sera peut-être plus un 1 heure maintenant, dorénavant, si on le tabasse plutôt par ici, même ici, là. Je répète ici que nous, on travaille en hard closing. Ça veut dire on essaye de trouver des supports dans leur temporalité avec un maximum de touchettes. C'est ça un vrai support. Et dans leur temporalité, ça veut dire que tant qu'on n'a pas ouvert et fermé au-delà du support un corps de bougie entier, c'est-à-dire que ça, vous le voyez, on entame la bougie au-dessus d'une heure, on vient finalement clôturer, mais ça reste qu'une mèche de prise de liquidité. On est passé sous la structure. Une fois qu'on a bouffé la liquidité, en fait, on se remet et on se retourne pour aller vers le haut. J'ai beaucoup expliqué pourquoi on fait ces choses-là. En général, ce petit passage sous la structure permet énormément d'achats pour les très grosses institutions. On est dans les liquidations des longueurs court terme, donc on sort en plus du monde qui était dans le train. Le funding se nettoie, ce qui est plutôt propre, et surtout sans avoir une énorme dégringolade du prix. Vous voyez ici que la bougie, le volume est énorme, le volume d'échange est plus important, ce qui est relativement normal, parce que finalement les grosses institutions peuvent prendre vachement de contrats sur le dérivé sans avoir un slippage sur le prix, c'est-à-dire que le prix n'est pas obligé ici. Imaginez que je me mets à l'achat dans cette zone-là, avec ce volume-là, en fait, le prix va tout de suite shoot up directement, et il va y avoir un slippage qui va être énorme, c'est-à-dire qu'une grosse institution, elle sera obligée de lisser son prix, par exemple de 114 à 115 000 ou 116, alors que finalement, ici, vous pouvez faire du volume. Comme vous êtes dans les liquidations forcées des longueurs, c'est un acte de vente forcé, donc vous avez ici une contrepartie par rapport à vos achats qui est hyper intéressante. Ça sera la même chose quand on viendra shorter, puisque un short qui est liquidé, je le répète, un acte d'achat forcé, puisque quand vous êtes liquidé sur votre short, et bien du coup, vous êtes obligé de le rendre à l'exchange. C'est une vente à découvert. Vous avez emprunté un Bitcoin à l'exchange pour le vendre avant de l'acheter. En fait, finalement, c'est ça le principe de shorter. C'est un crédit, mais en Bitcoin.
Donc du coup, au moment où vous êtes liquidé dans vos shorts, eh ben, il y a une contrepartie qui est super intéressante parce que ce sont des actes d'achat forcés, ce qui vont permettre à ces institutions qui ont acheté sous la structure de venir vendre légèrement au-dessus de la structure. C'est en général ce qui fait la pluie et le beau temps, enfin une bonne partie sur Bitcoin. Vous avez ces trois choses-là. Là, on parle de sentiment, hein, donc de liquidité, hein, d'une certaine manière, des mouvements de liquidité. Vous avez aussi la news, le fonda, exemple les ETF, exemple la régulation sur la crypto, exemple le procès XRP contre la SEC. Et puis, vous avez, je le répète, l'analyse technique, la structure, est-ce qu'on est haussier ou est-ce qu'on est baissier? Nous, ce sont les trois choses sur lesquelles on s'assoit pour faire finalement une analyse de marché qui est cohérente, les trois piliers de la religion du trader pour avoir une analyse complète et qui tient debout, d'accord. Je dis je vais faire une vidéo courte en plus et puis finalement je commence à parler beaucoup, vous voyez, comme quoi, attention quand je dis je vais faire une vidéo courte, en général finalement ça finit en vidéo un peu longue. Ici ça se tient super bien je trouve sur Ether, Bitcoin. Attention, on est sur une zone qui en général refuse, mais ça pourrait passer cette fois-ci hein, avec une correction qui s'était faite, on l'avait dit, en flat. Si on arrive à casser le point ici des 0,033 globalement, on peut viser beaucoup plus haut sur la paire Ether, Bitcoin, au sens où finalement vous avez ce schéma un petit peu de structure de temporisation, impulsion, correction en range, impulsion supplémentaire, correction en range à nouveau, impulsion supplémentaire. Il suffirait qu'on réitère, alors on a déjà des targets ici qui sont très hautes, hein, 0,056 et même 0,080, le support, la résistance historique. Mais là, à court terme, déjà, si on se tient et si on arrive à passer ce point-là, donc casser hein, la résistance daily que vous avez ici au-dessus de vous, qui pour le moment nous a donné un petit refus. C'était hier ou avant-hier, c'était hier. Pour le moment, nous a donné un petit refus, ce qui est normal, qui est une réaction. Donc, si on ne fait pas ici une structure de double top, mais qu'on fait plutôt une flat, on arrive à recasser dans l'autre sens. Une flat, c'est bien sûr une correction à plat, un range en fait en 3. Il se pourrait qu'on réitère finalement l'impulsion qu'on avait faite par le passé. On va utiliser celui-là puisqu'il est plus trop d'actualité. Donc si on réitère cette impulsion-là à la suite de la correction précédente, ça nous donne une target, et vous comprenez qu'on parle ici dans une unité globalement 4 heures / daily, ça nous donne une target déjà au 0,046. En tout cas, c'est encourageant sur Ether BTC. On est a priori dans une période où ça va pivoter, hein, probablement bientôt. En tout cas, c'est ce que commence à penser le marché assez fort. Il faudra que ça pivote avant la récession. Hein. Vous comprenez que la récession, on s'en mange une bonne. Si on se mange une bonne récession, Bitcoin va à la cave. Hein. Il va dans la zone des... J'irai en dessous des 70, parce que c'était le dernier support et il va falloir qu'il purge. Si jamais on ne se mange pas de récession, en tout cas pas tout de suite, plutôt on la décale, hein, on dit bon, venez, on remet ça plus tard, et bien à ce moment-là, le pivot se fera dans des bonnes conditions. Le marché va croire à un soft landing. Il n'y aura pas de soft landing, hein, je vous le dis tout seul. Par contre, on est en train de décaler un problème depuis pas mal de temps. Le Great Reset dont on parle, le marché ne veut pas y aller. Et ça fait un bon moment. Et on va trouver des moyens de ne pas y aller pendant encore un petit moment, je pense. Typiquement sur le modèle que le Japon avait permis. Ici, on a vraiment cette magnifique résistance des 4000 sur Ether qui refuse à nouveau. Ça redescend, ça vient chercher le support au 3003 pour le coup. Je l'aurais plutôt vu se tenir à 3005. Mais voilà, ce qui peut faire plaisir, c'est que à 3005, Ethereum ne s'est pas arrêté là. Hein. Il aurait pu ici inverser sa polarité et continuer sa tendance baissière. Pour le moment, vous le voyez, c'est ni une tendance haussière ni une tendance baissière. C'est une forme de expansion. Donc peut-être une figure de continuation qui serait élargissement symétrique de sommet, qui en général est une figure de continuation. On va voir si c'est dans ces eaux-là qu'on va aller. Ether n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais il nous en a déjà fait un ici. Donc, est-ce que c'est pas un fractal de ce qui s'est fait par le passé? En tout cas, ça souligne une forme d'indécision et aussi également cette idée que Ether reste dans un marché de liquidité
Pourquoi? Parce que sur un élargissement symétrique, donc une expansion, on vient chercher toute la liquidité. Ici, j'achète en dessous, je vends au-dessus, j'achète en dessous, je vais venir vendre au-dessus jusqu'à ce qu'il y ait une forme de résolution par la demande induite qui va être actuellement, en tout cas sur Ethereum, potentiellement une demande institutionnelle sur les ETF spot qui est plutôt en train de front-runner, d'augmenter, d'être plus importante que celle sur Bitcoin. Ici également, ça semble plutôt correctif sur le Total 3. Total 3, je rappelle qu'on parle de toutes les altcoins et donc on a enlevé bien évidemment Ether, Bitcoin et les stablecoins de l'équation. Et ici, le Total 3 peut être éventuellement de nous dire, moi j'ai envie de casser la distribution qui était là et j'ai envie de venir jouer avec les 23,5%, ce qui serait une petite alt season plus 3%. Voilà, ça serait, en tout cas, vous comprenez ici que sur l'alt season de fin 2024, le moment où les alts avaient bien fonctionné, eh bien, vous comprenez qu'on n'a pas fait non plus des x10 sur les alts, mais par contre on avait des portefeuilles qui reprenaient de très belles couleurs. Ici, voilà, aller à 23,5 en revanche, pour moi, veut dire faire cette structure de retournement là et faire cette structure de retournement là, donc une épaule tête épaule inversée là ici également, la figure de retournement par excellence, puisque tout simplement c'est le passage d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc si on arrive à passer la résistance entre guillemets qui se trouve d'une certaine manière autour des 21,6, pour le moment c'est pas encore acté, on peut continuer à faire du ski sur la trend ici, il y a quand même une cassure de trend, vous le voyez ici, on était dans une forme de tendance baissière, pour le moment on n'a pas réellement retourné complètement non plus la tendance sur les altcoins, on n'est pas vraiment en altcoin season, mais il y a des signes comme quoi ça a envie de passer sur une tendance haussière à nouveau pour revenir peut-être jouer avec les 26-27% de dominance et pourquoi pas les 37 en termes de bornes hautes. On en a déjà parlé sur la vidéo d'hier. En tout cas, venir à casser 21, et vous comprenez que c'est la target qu'on met en place quand on dit tiens, si on faisait une ABC comme ceci par exemple, à savoir revenir jouer avec 23, déclenche par là même une autre target qui se trouverait pour elle-même au-dessus des 26 et cela déclenche également et par ailleurs une autre target. Donc vous comprenez ici, quand on passe dans une tendance haussière, c'est relativement normal que les targets se déclenchent en cascade. Ça ne veut pas dire, attention à ça, et c'est vraiment quelque chose que j'ai pas dit. Si vous êtes rentré, alors là en l'occurrence on parle de dominance, mais si vous êtes rentré dans un trade qui correspond à dire on va casser cette distribution, il ne faut pas vous dire tiens je ne prends quand même pas mes profits ici à 21 et parce que tout simplement les targets se déclenchent en cascade. C'est très important, vous êtes rentré dans un trade pour une raison. Théoriquement il doit y avoir un elevator pitch de votre raison de l'entrée dans ce trade, c'est-à-dire je suis capable d'expliquer en une phrase pourquoi j'ai pris ce trade et ce trade lui-même doit en tout cas et par ailleurs se trouver de toute façon rentable à partir de la raison pour laquelle vous êtes entré dedans, c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des prises de profit qui sont linéaires, graduelles à prendre sur les zones et ça me paraît relativement important de le répéter quand même, c'est-à-dire quand ces targets-là se déclenchent en chaîne, j'ai un flag, donc je déclenche une EPTE, etc. Peu importe si vous utilisez le chartisme, des VWAP, ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, il y a toujours des targets qui se déclenchent en cascade comme ça. Faites très attention à garder les raisons de votre entrée en trade et à garder également une honnêteté intellectuelle, j'utilise souvent ce mot en ce moment, une honnêteté intellectuelle vis-à-vis de vous-même et de les raisons pour lesquelles vous êtes rentré tout simplement dans ce trade. Voilà pour la partie technique, on va directement aller voir le fonda, il n'y a pas beaucoup de choses aujourd'hui. Ici sur Twitter, j'ai pas mal fait des billets d'humeur plutôt, donc c'est pas forcément la peine d'en parler ici. Et ici je donne mon avis un peu sur Chainlink. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Et je rappelle ici mon partenariat avec BingX, partenaire du moment. En ce moment, on est partenaire BitGet, BingX, Qcoin, encore que ça va peut-être s'arrêter. Voilà, pas mal de choses. Il y en a d'autres, j'en oublie, mais c'est pas grave. Mexeci également. N'hésitez pas. Et vous avez tous les liens ici, tous les codes promo, notamment en ce moment sur BingX. Le fait d'ouvrir un compte avec le code CryptoSignalFR, ça vous baisse vos frais de trading de 20%. Donc c'est intéressant pour vous et intéressant pour moi. Et ce d'autant plus que je le rappelle, la chaîne reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On attend là des infos sur la prochaine opération qu'on a payée. Ici, on continue sur le fondamental, pas grand chose sur le Wall Street Journal. Token asymétrie est-il prêt à exploser un risque technique? Bon, ça c'est pas. On va pas donner là-dedans. Président Trump qui va dire. Alors, j'avais pas lu cet article, mais c'est intéressant, je vais le lire quand même.
D'accord, alors j'avais mal compris le texte d'intro. Pour moi, c'était quand vous utilisiez la crypto pour vous débanquer, il pourrait y avoir des pénalités. En fait, c'est pas du tout ça. Ça fait plutôt référence à l'opération Chokepoint 2.0. Chokepoint étant le fait qu'on étrangle à l'époque les compagnies crypto. C'était, on va dire, une forme de réaction de la finance traditionnelle qui avait, d'une certaine manière, essayé d'étrangler, d'étrangler la crypto en le coupant de ses accès à ses banques. Hein. On se souvient de notamment la faillite de Silicon Valley Bank en l'occurrence, et puis pas mal de les problèmes également qu'avait eu Binance pour trouver des partenaires qui permettent d'avoir une carte bleue avec Binance, etc. Il y a eu à un moment donné une réaction de la finance traditionnelle qui disait finalement la crypto on va essayer de ne pas les faire ne pas leur donner ces moyens d'avoir des banques, etc. Et ça avait obligé à pas mal de choses. Et en l'occurrence, ici, c'est plutôt une réaction à l'opération de Chokepoint 2.0. Donc c'est plutôt une news qui est une bonne news. La bullishness de Bitcoin à long terme qui s'évapore des marchés options, alors que les inquiétudes par rapport à l'inflation sont en train de revenir, des options qui sont visiblement en train de tourner neutres, alors qu'auparavant je pense qu'on était sur beaucoup plus de calls. Je ne vois pas ça nécessairement comme une mauvaise chose. Souvent les options sont un hedge, donc ça veut dire que dans l'autre sens, on joue finalement une assurance. À voir ici, encore une fois, comment les choses vont se mettre en place pour la suite. Et puis là, on reparle à nouveau de cette opération anti-chokepoint, on va dire ça, de la part de, j'allais dire Jérôme Powell, de la part de Donald Trump. Les tarifs, notamment, il y a eu un petit drama avec l'Inde. L'Inde qui a fait un communiqué, alors je l'ai pas retweeté, mais qui a dit en gros à Trump, nous on va continuer à acheter du pétrole russe tout simplement parce que sinon il est trop cher à cause de vous, parce que vous êtes en train de jouer un double jeu et que finalement dans nos circuits habituels, l'Europe a tellement bouffé de nos... en fait, ce qui se passe en ce moment, d'une certaine manière, c'est que vous avez un pétrole américain qui est extrêmement cher à extraire, et du coup, ils sont obligés d'une certaine manière de jouer sur tous les tableaux de manière à ce que leur pétrole sorte assez cher. C'est-à-dire qu'en dessous de 100 dollars le baril, pas forcément extrêmement intéressant, ne serait-ce que d'ouvrir le robinet au niveau des États-Unis. Les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde. Hein. Les gens l'oublient souvent, pensent à l'Arabie Saoudite, pensent à la Russie, ce genre de choses. Non, non, ce sont les États-Unis qui sont les premiers, mais un pétrole qui est de plus en plus dur à extraire de leur côté et qui est de plus en plus dur, de plus en plus coûteux à extraire. Et ça explique beaucoup de mouvements géopolitiques dernièrement, y compris dans les guerres et toutes ces choses-là, et ça explique également que ils essayent de faire pousser les prix parce que leur demande domestique n'est pas non plus excessivement extensible, mais pas que, également parce que tout simplement il est extrêmement important pour eux de rester premier, d'avoir un pétrole qui reste cher, d'où la guerre en Ukraine. Si vous réfléchissez un petit peu à toutes ces choses-là, le fait aussi que ça s'enflamme un petit peu au Moyen-Orient, vous voyez aussi également que le détroit d'Ormuz, ça a commencé à être un petit peu chaud à un moment donné, vis-à-vis bien sûr d'Israël, etc. Le canal de Suez également, ça a commencé à chauffer un petit peu à ce niveau-là. Et puis, troisième détroit, dont le nom m'échappe là pour le moment, mais toute la zone du Bosphore, la Turquie, la Syrie, toutes ces choses-là, tout sont des endroits où finalement il est intéressant de rajouter de l'huile sur le feu, de manière à ce que, encore une fois, le pétrole reste au-delà des 100 dollars. Et TSMC qui aurait découvert des potentiels, comment on appelle ça, genre d'espionnage industriel, hein, des secrets qui seraient vendus, je pense par leurs employés du coup, à d'autres gens. TSMC étant Taiwan Semiconductor Company, TSM Manufacturing Company, bien sûr la chaîne taïwanaise de vente de semi-conducteurs, la plus grosse au monde, hein, qui fabrique pour Apple, qui fabrique pour des tas de trucs, et également la seule qui est capable de graver avec des gravures en dessous de, je crois que c'est, actuellement on doit être à 4 ou 5 nanomètres, c'est-à-dire, vraiment c'est minuscule, hein, on parle de micro, que vous retrouvez principalement dans vos téléphones, mais pas que, dans des petites unités aussi, des choses qui ont, typiquement par exemple, si on devait penser... on penserait à du matériel pour l'aviation qui doit être petit et léger. On penserait également à du matériel pour un soldat, par exemple, du matériel
qu'il faut porter sur soi, hein, donc des lunettes, ce genre de choses. Voilà, pour faire aussi du robot. Voilà, on pense pas à des choses que vous mettez dans des machines à laver ou les machines à laver, ça me faisait penser à l'aviation, là, l'histoire des Russes qui achetaient des machines à laver en Europe pour récupérer les cartes, pour les mettre dans leurs avions. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette interview, mais qui est complètement lunaire. Et voilà, on veut essayer de faire gober ça aux gens. Core CPI, ça sera le 12 cette semaine, pas grand chose en termes de fondamental, et on rip tout de suite sur le sentiment, donc la liquidité. On a liquidé 304 millions hier, c'est pas énorme, ça reste une journée normale, on va dire. En ce moment, 300 millions est une journée normale, 100 millions est une petite journée. Voilà, on a liquidé 167 en short et 136, c'est à peu près équilibré, vous voyez, entre l'un et l'autre, et c'est une nouvelle fois Ethereum qui a signé le plus de liquidation. Alors, il y a eu un mouvement très violent sur Ether de, je dirais, à partir du moment où il passe 3005, il va tout de suite à 3007, ce qui explique pas mal de liquidation. Il y a eu un petit short squeeze. On voit ici que c'est 68 liquidés en short contre 40 liquidés en long. Et on voit ici que pour le coup, pour Bitcoin, c'est plutôt 17 et 21. L'action de prix a été plus violente sur Ethereum que sur Bitcoin. Donc ceci explique cela. Ici, devant nous, les liquidations. Bon, j'ai un open interest qui diminue, donc on est plutôt en train de sortir du contrat en ce moment. J'ai un funding qui augmente alors que le prix augmente, en tout cas au moins jusque là. Et puis là, j'ai une diminution de prix, le funding continue à augmenter. J'aurais tendance à dire qu'on est très légèrement longué sur la fin. Donc il y aura peut-être un plus bas à venir chercher sous la structure ici, c'est possible. Même si on a fait le nettoyage hein, pour moi, mais bon, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas revenir en dessous. Hier, on visait 13 000 en correction. On visait plutôt une correction hier. On a eu cette correction-là, mais elle s'est arrêtée à 13 600. Est-ce que le job a été fait totalement hein? C'est ce qu'on pourrait se demander. En tout cas, là, de ce qu'on en voit. Pourquoi pas aller chercher un 13 000 finalement. Quand on regarde la liquidité weekly, ce qui est en ce moment un peu le juge de paix, la liquidité est plutôt en dessous de 111, pardon. Et l'intermédiaire, bah, il en reste entre 113,3 et 112,3 finalement. Donc ça, c'est frais. Ça, c'est un peu plus vieux, mais c'est pas non plus... Ça a 3 jours, quoi, à peu près. 3, on va dire 4 jours. Je parle de cette box-là. Et globalement, moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on se dirige vers 120 et qu'on va aller désormais attaquer des zones de vente un petit peu sur le modèle de ce qu'a fait Ethereum en avance, en fait. Hein, c'est-à-dire venir chercher ici les liquidations des shorters, les short squeeze, venir chercher les short squeeze, encore une fois, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir vendre du contrat sans qu'il y ait un slippage au niveau du prix, d'accord? Si vous vendez fort ici, bah, ça se retourne et ça baisse, d'accord? Voilà, on voit ici assez bien, je trouve hein, également, qu'il y a un endroit où il y a pas mal de shorts à venir chercher à 116,3. Globalement, peut-être que la bonne séquence même, c'est peut-être éventuellement de se dire, on va à 116,3 une première fois, on temporise, on retourne à 113. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais l'idée qui serait en fait de dire, pardon, on va se remettre en 15 minutes, hop, comme ça. Une idée qui consisterait peut-être à dire, on va à 116, d'accord, donc on retourne là, dans un premier temps, on vient buter un peu là-dessus finalement, et puis derrière, on vient faire ça. Typiquement, rester un peu dans cette idée d'un élargissement là aussi, un truc qui vient chercher la liquidité au-dessus, au-dessous, vu que c'est ce qu'on semble avoir commencé à faire, là-dessus, mais y compris sur Ethereum, on en a parlé, peut-être que c'est à la suite, finalement, c'est une continuation de cette idée de, tu vois, venir chercher la liquidité vraiment au-dessus des supports et venir chercher la liquidité en dessous. À voir, ça serait un mouvement de liquidité hyper intéressant à faire, en tout cas, puisque là, on vient chercher les mecs du 1er août. Finalement, les gars qui ont short le FOMC, eh bien, se font rect, puisque le FOMC c'était le 30, et puis on vient chercher aussi les gars qui ont long le rapport sur l'emploi. Voilà, on laisse gagner personne, c'est propre, néanmoins pour moi le bottom est trouvé. À voir, parce que quand on va aller là, il suffit d'une bonne news, il suffit de quelqu'un qui est content, qui décroche son téléphone et qui dit « On en achète plein, mec !» Et ben du coup, on a notre figure de retournement. Et puis encore une fois, là, on est plutôt directement vers les 120.
À voir. Donc il y a deux scénarios, celui où on continue un peu cette idée d'élargir, ou celui où on retourne ici, finalement on casse, parce que le passage sous la structure ici, on l'a un peu eu, et le passage au-dessus, on l'a un peu eu aussi. Il est peut-être moment de résoudre cette sortie de range précédent, et voilà, c'est l'idée. Globalement, en tout cas, la liquidité nous dit que peut-être que ça, c'est un truc intéressant à faire, c'est-à-dire je viens bouffer ça, je viens bouffer ça, d'une certaine manière, sur la One Week. Ça se traduirait par 116, donc plutôt mourir un petit peu dans ces zones-là. On réaccumule un petit peu du short, on vient reprendre ce qui se passe ici. Je crois plus trop à 110, maintenant c'est toujours possible et j'ai toujours... ma position qui a été ouverte à 112, elle va être défendue une première fois toujours sur la zone des 110, c'est-à-dire qu'on avait parlé bien sûr de cette zone d'entrée là. Pour le coup, elle sera doublée, hein. Malheureusement, j'aurais bien aimé me défalquer d'une partie de ma position ici. On n'y est pas allé. Et là, j'aurais eu un trade de toute façon gagnant. Et du coup, j'aurais pu, en fait, finalement, enlever ma défense de position là, sur cette zone-là. Ou en tout cas, la diviser par deux. Hein. Vous comprenez ici que si on sort la moitié, à peu près de la position sur cette zone-là, eh bien, le trade est gagnant. Voilà, tout est OK. Tout est super. En l'occurrence, là, on n'y a pas été. D'accord. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour en l'occurrence sera sur... combien de bouquins vous lisez par an? Moi j'en lis de moins en moins, j'en lisais beaucoup plus avant. Maintenant c'est vrai que j'ai tendance à me cultiver plutôt par la recherche de documentaires ou de trucs comme ça, que ça soit sur YouTube ou Netflix. Malheureusement, mais là par exemple je suis en train de lire ça là, qui est pas mal. Qui est en fait sur un gars qui sort de la DAS et qui arrive à monter une très très belle boîte. Voilà, c'est pas mal. Et puis également j'ai chopé le Bitcoin géopolitique, le choc géopolitique, Bitcoin, le choc géopolitique ou un truc comme ça, de Stash et je sais plus quel auteur. Qui est en attente pour l'instant sur la table de nuit pour être lu une fois que j'aurai terminé celui-là. Globalement, je lis pas beaucoup de bouquins par an quand même. On doit peut-être être autour de... allez, 2 bouquins par mois, peut-être une vingtaine de bouquins par an, c'est vraiment pas énorme par rapport à ce que je pouvais faire avant. Encore une fois, la fainéantise, hein, et puis mais par contre, bon, on a aujourd'hui avec Internet quand même des moyens d'aller regarder des trucs intéressants et intelligents, et de se cultiver tout en regardant finalement ce qui est plutôt cool, en regardant des vidéos. Voilà, espérons que Bitcoin aille dans le sens dans lequel on veut qu'il aille, tout simplement. Après ce petit passage sous la structure. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.